qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui sur l'heure qui vient dans ce webinaire? Déjà, je vous souhaite la bienvenue. La bienvenue, et on va découvrir aujourd'hui ce qui est la facilitation et la pensée visuelle et pourquoi j'appelle ça une arme ultime. Donc ça va être un retour d'expérience en fait de ce que j'utilise au quotidien en fait dans mon activité de coaching. Et du coup, je vais déjà vous donner une overview globale en fait de comment va se passer l'heure qu'on va passer ensemble. Est-ce que déjà, j'aimerais vérifier avec vous que vous voyez bien mon image, qu'elle est bien cadrée, que ce n'est pas coupé. Vous arrivez à avoir l'ensemble des informations? Dites-moi en question-réponse. C'est toujours étrange de parler à un ordinateur tout seul. Oui, ça va. Merci Julie. Alors, on va commencer par une introduction. Ensuite, on va directement passer à qu'est-ce que la pensée visuelle et la facilitation. On va faire et ensuite, je vais vous expliquer en fait différents cas dans lesquels moi j'utilise en fait ce couple de pensée visuelle et de facilitation. Donc, dans des débriefs de formation, comment je peux expliquer un concept en fait avec ces éléments-là, comment je peux l'utiliser pour faire un débrief avec une rétrospective pour une équipe, comment est-ce qu'on pourra avoir les supports? Oui, je pourrais les scanner, il n'y a pas de problème. Donc le débrief de rétrospective, comment je le fais avec une équipe, comment je le fais du coup aussi avec un Scrum Master ou comment je vais pouvoir faire des one-to-one avec un Scrum Master pour l'aider à prendre du recul sur sa pratique. Souvent, quand on a travaillé sur la posture, le rôle du Scrum Master, de la facilitation, on va tout de suite arriver sur quels sont les premiers panneaux qu'on peut mettre quand on fait des réunions. Je vais vous faire un retour d'expérience sur un Inspect and Adapt avec un de mes derniers clients et du coup de comment j'ai utilisé le couple de la facilitation et de la pensée visuelle. On va arriver vers la fin pour parler des différents domaines dans lesquels on peut appliquer la pensée visuelle et on terminera avec une dernière phase de questions et réponses. N'hésitez vraiment pas à poser des questions au fur et à mesure. On est certes en webinaire et je suis certes à parler tout seul à mon ordinateur, enfin du moins c'est un peu l'impression que ça donne, mais j'aime bien l'interaction, donc n'hésitez pas au fur et à mesure à poser des questions. Et j'ai mon buddy normalement Olivier qui est avec nous, donc n'hésite pas non plus à me couper si tu vois des questions qui passent et auxquelles je ne réponds pas. Que ça soit sur YouTube, puisqu'on a 15 personnes sur YouTube, plus sur le Zoom. Bienvenue aux personnes qui sont sur YouTube. Merci Damien. Alors, si c'est bon pour vous, c'est parti. On va commencer par qui suis-je? Alors, qui suis-je? Je m'appelle Nicolas Verdeau, je suis coach agile chez Good. Je suis parti de la capitale il y a quelques années pour déménager en fait à Nice, dans le sud. Et du coup, je suis un des premiers à être arrivé pour monter l'antenne de Sophia Antipolis. Bon, on s'y plaît bien parce que finalement, il y a des palmiers, il y a la mer, il y a les montagnes, il y a des bouchons pour aller travailler, mais je suis pas trop embêté à être dans le métro serré comme à l'époque quand j'allais bosser à la Défense. C'est pas vraiment le sujet de la journée. J'ai commencé comme développeur quand je suis arrivé dans le monde du travail. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que le monde qu'on nous avait vendu à l'école, c'était pas vraiment la réalité. C'était plutôt pisse du code et fais ce qu'on te demande. Et ça faisait un peu contradiction par rapport à ce que je voulais faire de ma vie et à là où j'avais envie d'aller. Je me dis, mais c'est pas possible finalement qu'on ait un bac plus 5 et, et, et qu'on nous demande finalement de juste pisser du code et en gros d'exécuter des specs. Ok. De là, en fait, on m'a dit, mais intéresse-toi en fait aux méthodes agiles. Alors, c'était il y a déjà plus de 7 ans. Et je vous avoue qu'à l'époque, quand la première fois j'ai vu les méthodes agiles en fait sur première page sur Internet, je me suis dit, c'est quoi cette secte? Et finalement, de fil en aiguille, en fait, je suis passé Scrum Master à l'époque chez Bouygues Telecom pour travailler sur l'équipe de BNU. Une super aventure. Et ce qui m'a permis en fait de me poser pas mal de questions et de me dire mais en fait il y a vraiment un potentiel de faire évoluer les gens dans leur façon de travailler. Et c'est là où je me suis intéressé de me dire mais en fait je peux accompagner des gens en devenant coach agile. Et c'est là où j'ai rejoint l'aventure chez Good. Et du coup c'est cette posture-là en fait dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est comment en tant que moi coach agile j'utilise la pensée visuelle et la facilitation graphique pour y arriver, pour arriver à faire mon job au quotidien. Alors, petite question pour vous. Déjà, j'aimerais bien savoir, comme ça je vous décoince un petit peu du crayon des doigts là. Hein.
D'où vous venez? Mettez-moi en commentaire d'où vous venez dans les questions-réponses pour voir un petit peu. D'où venez-vous? De Lille, de Lyon? Des personnes qui viennent de oui, d'Île-de-France, de Lyon, de Grenoble, de Nantes. Ok, c'est bien, on est un peu répartis partout en France. Ok, prochaine question. Quel est votre job? Qu'est-ce que vous faites? Coach agile, Flo. On a concepteur, développeur, coach agile, designer UX à Sofia. Salut Elena. C'est peut-être déjà croisé du coup. Formatrice, Scrum Master Dominique, facilitateur, consultant AMO SI. Est-ce qu'on a d'autres réponses qui arrivent? Pour ceux qui cherchent comment répondre, vous avez l'option Q&R, questions et réponses, qui vous permet de répondre. Ok. Est-ce que vous connaissez ce qu'est la facilitation? Ah, courtier en assurance collective. Spectateur anonyme. Il y a des personnes qui font du pilotage de projet. Je commence à avoir des oui, du coup, pour la réponse, je pense, sur connaissez-vous la facilitation? Ok. Il y a quelques noms, quelques oui, quelques non, des oui, des non. Ok, ok. Et la pensée visuelle, ça vous parle? Plutôt oui, plutôt non? J'ai quelques oui. Je commence à m'y mettre, d'accord. Il y a du non, nope. Ok. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Du coup, je vous propose déjà de commencer sur la pensée visuelle. La pensée visuelle, pour ça, je vais vous proposer un premier exercice. Sur cet exercice-là, je vais afficher en fait une liste de mots et je vais vous demander de retrouver l'intrus. Alors, le mind mapping, oui, je vois une première question, Joël. Le mind mapping est une des façons en fait de faire de la pensée visuelle. Tu vas voir qu'il y en a plein. Donc, je vais vous afficher une liste de mots et vous allez devoir lire les mots et trouver l'intrus que vous allez pouvoir du coup écrire dans la partie question-réponse. Vous êtes prêts? C'est parti. Où est l'intrus? Four, ça y est. Il y a des personnes qui commencent à le trouver. Donc, on a mis à peu près 7 secondes pour trouver le mot four qui est ici. Je vous propose maintenant de renouveler l'expérience. Je vais tourner la feuille et vous allez devoir retrouver l'intrus ou les intrus. Vous êtes prêts? Attention, je retourne la feuille. Chat, oui. Autre chose? Poil. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? On a été plus rapide à quel moment? Avec des images ou avec du texte? Qu'est-ce qui a été le plus rapide pour vous? Les images, les images, les images. Le texte, Flo? C'est une private joke. Image, image. Dauphin? Il y a un dauphin sur ma feuille? Effectivement. L'image, en fait, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus facile à interpréter visuellement. La simple et bonne raison, en fait, c'est qu'on n'apprend pas à voir, par contre, on apprend à lire. On apprend à lire, ce qui veut dire que on apprend en fait à associer un ensemble de caractères, qui ces caractères vont nous permettre de connecter en fait un mot, qui ce mot va nous permettre de connecter une image. Et c'est d'ailleurs par là qu'on passe lorsqu'on est petit pour apprendre le vocabulaire. Vous savez, les bouquins pour les enfants, on a quoi? On a le mot chat et à côté du
chat, on va avoir le personnage du chat. On va associer le mot en fait à une image. Dans le quotidien, en fait, vous ne lisez pas en fait de la gauche vers la droite dans l'environnement autour de vous. Lorsque vous êtes dans votre cuisine, lorsque vous êtes dans la rue, vous ne lisez pas tous les panneaux de la gauche vers la droite. Vos yeux, en fait, se baladent sur l'environnement et va aller repérer les informations qui lui sont utiles. Donc, lorsque vous êtes à Paris, que vous cherchez un métro, vous levez les yeux, vous regardez autour de vous et vous cherchez un M. Quand vous cherchez une pharmacie dans la rue, vous regardez autour de vous et vous allez chercher la croix qui va symboliser en fait la pharmacie. Si vous êtes dans une situation d'urgence et que vous êtes dans une salle de réunion ou dans un bâtiment, vous allez chercher rapidement en fait le petit sigle vert avec le personnage qui court pour vous montrer la sortie de secours. Et ça, en fait, ça va permettre en fait de capter de l'information très rapidement. On n'a pas besoin de lire, on est sur quelque chose de instantané et on a un pictogramme généralement qui va nous inciter en fait à recevoir, enfin qui va nous donner cette information. Donc on va essayer d'aller s'inspirer en fait de ça, de cette capacité à représenter des choses visuelles pour créer des connexions dans notre cerveau. Ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de passer en fait de un peu le mode linéaire ou le mode d'interaction basique à comment je peux l'amplifier en donnant à voir en fait dans nos échanges. Et je vais vous montrer en fait par la suite les différentes façons qu'on peut utiliser le visuel pour activer la pensée visuelle. Alors, je vérifie si je loupe pas des commentaires au passage. Est-ce qu'Olivier, tu as réussi à nous rejoindre? Est-ce que tu es bien avec nous? Non, je ne te vois pas. C'est pas grave, continue. Alors, pour pouvoir en fait avancer en fait dans la pensée visuelle, j'ai dû maîtriser quelques bases. Et vous allez voir en fait que les bases, c'est des choses que vous avez appris à l'école et surtout à l'école primaire. Pour pouvoir utiliser la pensée visuelle, vous allez avoir besoin d'apprendre, de réapprendre à faire vraiment des formes de base. Un carré, un rond, un trait, un petit point. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre en fait de concevoir de l'information. Par exemple, vous voulez représenter différents personnages. Vous allez pouvoir, avec un rond et un trait un peu incurvé, représenter deux personnages. Vous pouvez rajouter des casquettes pour donner un rôle. Et vous pouvez utiliser aussi la façon dont vous avez appris à écrire pour dire que c'est un Scrum Master et ici un Product Owner. Et vous allez voir en fait qu'au fur et à mesure de ce que je vais vous expliquer, le fait de pouvoir schématiser des choses très simples vont permettre de décomplexifier et d'expliquer des choses aux équipes qu'on accompagne. Donc des formes simples qu'on va pouvoir aussi détourner. Vous avez sûrement vu mon agenda pour pouvoir faciliter des ateliers, donner des cadres clairs sur la direction où on va, des agendas, mais ça peut être aussi des feuilles de route pour embarquer les équipes vers le succès et identifier des étapes. On parle souvent de métaphores. Donc, grosso modo, je vous montre juste 2-3 exemples là en fait d'un agenda visuel et une métaphore qui permettrait de travailler avec l'équipe pour arriver au succès de quelque chose. On va découvrir au fur et à mesure comment ça se passe. La deuxième technique du coup dont on va parler, c'est de la facilitation. Et je vais principalement vous parler d'une technique qui s'appelle l'ORID. L'ORID ou la conversation structurée. C'est pour moi la méthode phare de mes coachings. C'est celle que j'utilise le plus souvent pour faire des débriefs, que ça soit avec un manager, avec un Scrum Master, avec un Product Owner ou avec une équipe. Alors, le RID, c'est quoi? C'est une abréviation pour 3 étapes de conversation. Le O, ça va être d'activer l'observation. Et ça va être d'activer l'observation de tous les sens. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Ça peut être qu'est-ce que tu as senti? Ça puait dans la salle, c'était horrible. Ça peut être qu'est-ce que tu as ressenti en termes de s'il y a une expérience qui était physique. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as touché? On va chercher à activer les sens. Le R, ça va être la partie réflexive. Reflection. Ici, on va chercher à activer les émotions.
la partie la plus dure en entreprise, parce que ça fait des années qu'on nous apprend à ne pas parler de nos émotions. Et pourtant, c'est une étape très importante. Il s'est passé ça, tu as vu ça, tu as touché cette chose où l'équipe a parlé très fort, il y avait des mots très violents qui sont sortis dans les faits. Enfin, c'était l'étape d'avant, les faits. Ça t'a fait quoi? Tu te sens comment? Ça te fait quoi dans le centre de ton corps? On va chercher vraiment à ressentir des choses de ce qui se passe là et non ce qui se passe dans la tête. On va chercher vraiment à ressentir ce qui se passe dans le corps de la personne et à parler des émotions. On peut aussi parler de ressenti. J'ai l'impression d'étouffer. D'accord? Ensuite, on va solliciter la tête. Interprétation. Là, ce qu'on veut, c'est poser des questions. On veut faire des déclics et on veut allumer la lumière dans notre cerveau de façon à pouvoir brainstormer et à pouvoir identifier des idées. Donc, ça peut être qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça soulève comme question pour vous, qu'est-ce qu'on peut en faire, à quoi on peut comparer cette situation. Là, généralement, en France, on est très doué. On est très, 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 très doué pour sauter directement en fait, dans cette étape-là. Et en fait, ce processus de passer de l'observation, de la réflexion, de l'interprétation va nous amener à prendre des décisions. Et la décision, ça va être le prochain petit pas, le prochain petit engagement qu'on va pouvoir prendre pour pouvoir avancer. Et du coup, je vais vous expliquer comment dans différents contextes, j'utilise les images, le dessin, plus le read, donc le fait d'observer, de se poser des questions sur comment on se sent, sur ce qu'on en pense et du coup sur ce qu'on peut faire, a un impact positif sur les coachings. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Ok, Olivier, je viens de voir ton message. Yes, c'est bon, je suis Ah, là. t'es là. Je suis Super. revenu. I'm be back. T'as la main ou pas pour remettre le mode conversationnel? Parce que du coup, je pense que tout le monde ne voit pas les messages de tout le monde. Euh, je vais regarder ça, sinon je vais demander à Ludo. Tac, Continue et puis merci. j'enquête. J'en étais, est-ce qu'il y a des questions? Je remonte dans la conversation, mais a priori, tout va bien, c'est chouette. Ok. Donc, observation, réflexion, interprétation, décision, c'est parti, on y va. Premier cas d'utilisation. Quand on commence généralement à accompagner une équipe agile, on commence par former l'équipe. Et ouais, c'est souvent la première étape. Et nous, coach agile, on aime bien faire vivre des petits jeux, des petites mises en situation. Et ces mises en situation, elles permettent en fait de faire vivre une expérience. Et cette expérience-là permet en fait de se poser des questions et de se dire, bah, maintenant que je viens de vivre ce jeu-là, si je le compare par rapport à comment je travaille aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? Qu'est-ce que je peux en tirer comme apprentissage? Et souvent, je vais pas dire tout le temps, mais souvent, la discussion de l'équipe avec le formateur va rester dans les airs. On discute, mais cette discussion, elle reste là et on n'en profite pas à 300%. Là, l'idée, ça va être de mener cette conversation avec le groupe, mais de représenter visuellement ce que l'équipe est en train de dire pour l'aider à visualiser les apprentissages qu'elle est en train de faire. Et on va réutiliser la technique de l'ORID. On vient de faire le petit jeu. Qu'est-ce qui vient de se passer? On va d'abord poser la question sur les faits. Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors là, les réponses, ça peut être on a dû lancer la balle, et puis la balle, on n'a pas réussi à faire en sorte qu'elle ne tombe pas par terre. Et puis du coup, on a recommencé plein de fois, on a rigolé, mais c'était stressant. Et puis, les consignes, elles n'étaient pas très claires au début. Du coup, on a dû poser des questions. On va vraiment chercher à comprendre les faits. Deuxième point, ça va être de se dire, et du coup, d'un point de vue émotionnel, on va attaquer la partie émotion. Comment vous vous êtes senti pendant cet exercice? Au début, j'étais vraiment paniqué. Et puis, au fur et à mesure, en fait, l'équipe a avancé et ça m'a rassuré. Le fait qu'on partageait finalement cet objectif, le fait que on va attaquer ce qui se passe dans leur petit cœur, dans leur corps. Qu'est-ce que vous avez vécu dans cette expérience?
3. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé de la façon dont s'est déroulé le jeu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris? On va chercher à interpréter la mise en situation. Et on va chercher à commencer à ancrer un apprentissage. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Le fait d'apprendre quelque chose, c'est ce qu'on cherche à faire en formation. On cherche à ancrer des nouveaux apprentissages pour pouvoir les mettre en pratique derrière. Donc, on va chercher à identifier ce qu'on est en train d'apprendre. Et du coup, le 4, c'est vous êtes arrivé dans cette formation, dans cet état, vous venez de découvrir en fait, et vous venez d'apprendre que le fait d'agir de telle façon permettait de faire peut-être mieux quelque chose. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour évoluer et devenir en fait cette nouvelle personne? Qu'est-ce que vous devez changer dans vos comportements, dans vos interactions, dans la façon de collaborer, ça peut être plein de choses. Mais on va toujours garder ces questions ouvertes qui vont permettre en fait au groupe de se dire je suis arrivé là et si je veux pouvoir évoluer et aller en fait dans cette situation-là, qu'est-ce que je dois mettre en place? Quels sont les petits pas qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir y arriver? Donc l'idée, c'est conduire cette discussion que le groupe va avoir avec le formateur, mais de noter et représenter visuellement ce que les personnes sont en train de dire, de façon à alimenter la conversation, de donner à voir et de créer un cycle qui va permettre d'enrichir la réflexion du groupe. Donc voilà un premier cas dans lequel vous pouvez utiliser le pouvoir de la pensée visuelle, plus de la facilitation, parce qu'on est sur une technique de facilitation, de conversation de groupe, pour enrichir la réflexion. Ce qu'on va vouloir derrière, c'est potentiellement des actions individuelles, mais potentiellement aussi des actions collectives. Est-ce qu'on est OK jusque-là? Est-ce qu'on a des questions sur YouTube, Olivier? Sur YouTube, j'ai pas du tout la main, c'est Ludo. Moi, je check sur Zoom. OK. OK. Mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions des participants? N'hésitez pas dans la rubrique questions et réponses. Yes. Le chat est OK. Ah, le chat est OK. Vous Oui, je sais pas, j'ai changé des réglages. Théoriquement, ça, voilà, ça marche. pouvez bombarder le chat, il n'y a pas de problème. Super. Donc, premier cas. Deuxième cas. On sort de formation, on commence le coaching avec une équipe. Et je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois, il faudrait expliquer les rôles, par exemple. Parce que le rôle du Scrum Master, le rôle du PO, la Dev Team qui ne comprend pas forcément si on part en Scrum. En fait, c'est un très bon moyen en fait, pour pouvoir expliquer des choses. Donc, je peux très bien avoir une conversation avec une équipe, mais le fait d'avoir une conversation et de représenter ce qu'on est en train de dire, encore une fois, ça va bonifier et ça va permettre de reposer des choses. Donc, souvent, on va dire, tu sais, le PO, c'est une personne qui est en contact avec des parties prenantes, des users, et puis l'idée, c'est qu'ils vont discuter ensemble, hein, et puis ils vont chercher à identifier les bonnes idées qu'ils vont pouvoir prioriser et qu'ils vont mettre dans notre backlog. OK. Le backlog, la grande boîte, pour pouvoir mettre des éléments. Et puis, le PO, avec l'aide de l'équipe, ils vont analyser un peu ce backlog et puis ils vont identifier la partie qu'ils aimeraient prendre pour la prochaine itération. Alors, le Scrum Master, il est là pour les aider. Hop, je fais un petit bras. À faciliter les échanges pour vraiment pouvoir identifier ce qu'on va mettre dans le sprint backlog. L'équipe, elle va travailler, elle va se réunir quotidiennement de façon à pouvoir se synchroniser, identifier les problèmes qu'ils ont au fur et à mesure de la réalisation du sprint. Puis l'idée, ça va être de montrer tout ça à la fin en démo et de récupérer du feedback user de façon à créer cette loupe. Alors là, vous allez me dire, tu pourrais très bien, merci Damien, tu pourrais très bien utiliser un support visuel que tu peux choper sur Internet et de revenir avec. Mais là, l'idée, en fait, de l'expliquer pas à pas et de symboliser tout simplement, en fait, ces éléments-là permet de rentrer, de commencer à discuter avec les gens de l'équipe. Et dire, OK, moi, j'ai pas compris le rôle du PO, en fait. J'ai pas compris ce qu'il fait là, dans cette interaction-là. Comment ça se passe? Quels sont les ateliers? Comment il va pouvoir identifier des choses? Parce que nous, on a des idées, on aimerait bien pouvoir communiquer ici avec les users.
C'est-à-dire, en fait, c'est tout à fait possible. Et c'est vers là où on va aller. C'est qu'aujourd'hui, en fait, dans votre démarrage de l'agilité, vous êtes peut-être à avoir un monde qui est plutôt comme ça, et de se dire qu'on va chercher à créer un nouveau monde qui va être comme ça. Donc, on ne cherche pas à faire des choses jolies, on n'est pas en train de faire de l'art, on est simplement en train de discuter avec une équipe et en train de représenter des concepts qui peuvent être complexes, voire compliqués pour eux. Donc, compliqués, voire complexes. Donc, deuxième cas d'utilisation, c'est matérialiser et utiliser le visuel pour pouvoir expliquer quelque chose de compliqué. On peut l'utiliser par exemple aussi pour expliquer les estimations. Fait de dire que généralement, si tu dis du S, il y a un petit peu de S, mais il y a un petit peu de M dedans, parce que de toute façon, tu as X% de chances de te tromper quand tu fais des estimations. Voilà. Bon, c'était un exemple à part, celui-là. Petit exemple en plus. Deuxième cas, il est quelle heure? 12 heures, très bien. Deuxième cas que je vous présente, c'est la rétrospective avec une équipe. Alors là, je vais vous montrer une image que j'ai fait il y a peut-être 5 ou 6 ans, je me souviens plus trop, mais ça remonte à une mission, une vieille mission, d'une équipe. Donc démarrage en mode Scrum, l'équipe qui se lance, troisième cérémonie de rétrospective. Et je vais vous montrer comment j'ai utilisé au fur et à mesure de la réunion le visuel et ce que j'en ai fait. Alors, partager l'écran, je change d'écran, on vient là, ici. Le partage est en pause. Pourquoi le partage est en pause? PowerPoint, voilà. Voilà. Donc pendant la réunion, en fait, je les ai laissés tranquillement en fait discuter, animer leur réunion, leur rétrospective. Et moi, j'ai pris mon iPad et j'ai commencé à noter. Je me suis mis dans un coin et j'ai commencé à noter ce qui se disait, mais pas que ce qui se disait. J'ai aussi commencé en fait à représenter l'interaction et ce qui se passait dans la réunion. Et j'ai utilisé en fait à la fin de la rétrospective, j'avais demandé en fait au Scrum Master d'avoir quelques minutes à la fin pour pouvoir faire un débrief avec l'ensemble de l'équipe et pas juste avec le Scrum Master. C'est un des grands apprentissages. Le Scrum Master n'est pas responsable uniquement, lui, en fait, de la qualité de la rétrospective. C'est l'ensemble de l'équipe qui en est responsable. Et c'est à l'ensemble de l'équipe de prendre des actions d'amélioration de la rétrospective. C'est pas que la personne qui facilite. Pourquoi? Parce qu'il y a des comportements, il y a des façons d'agir qui sont propres, en fait, à l'ensemble de l'équipe. Et il faut que, du coup, tout le monde en prenne conscience. Donc, j'ai réalisé ce dessin et à la fin, je l'ai vidéo projeté et j'ai utilisé ma super technique de l'Oread. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un feedback et de dire voilà ce que j'ai vu, voilà ce qu'on pourrait essayer de faire, de donner en fait des orientations de comment l'équipe pourrait mieux travailler, je leur ai dit regardez ce dessin et dites-moi ce que vous voyez. Ça vous fait quoi de voir ce dessin? Vous en pensez quoi? Et du coup, vous pensez qu'il faudrait faire quoi pour la prochaine rétrospective? Alors, il y a des questions-réponses, je crois, qui viennent d'arriver. Le chat est OK. Pas de questions sur YouTube? Non. Je ne peux plus afficher les questions-réponses. C'est pas grave. Question de Greg. Pour Ouais, augmenter la perf, il me semble que ça peut créer de la complexité pour le facilitateur. augmenter la. Pour augmenter la perf, il me semble que ça peut créer des complexités pour le facilitateur. J'ai pas compris la question. Greg, est-ce que tu pourras reformuler ta question, s'il te plaît? C'est gentil. Oups. Donc là, l'idée, c'était vraiment de faire prendre conscience à l'équipe en fait de leur comportement. C'est-à-dire que le Scrum Master a eu beau mettre en fait un cadre et de dire pas de laptop, pas de une conversation à la fois, etc. Et donc les flèches rouges représentaient en fait les discussions en one-to-one entre les différentes personnes, plus les personnes qui avaient leur ordinateur ouvert, plus celles qui étaient clairement en train de faire autre chose et qui participaient pas. Absolument pas. Les sujets qui partaient dans tous les sens, 2-3 personnes qui arrivaient à se mettre d'accord, ça a vraiment permis en fait de prendre du recul sur ce qui venait de se passer. Alors, j'aurais pu finalement, une autre technique, ça aurait été de filmer ce qui s'était passé, de leur repasser en fait la rediffusion, mais 1 heure de diffusion,
et du coup beaucoup plus long à voir que de voir un dessin synthétisé qui va montrer voilà ce que moi j'ai vu en tant qu'observateur. L'idée, c'est de rester le plus neutre possible et de chercher à représenter ce qui vient de se passer. Donc on utilise le dessin avec des formes très simples, hein, encore une fois, des ronds, des carrés, des rectangles un peu étirés, les mots qui ont popé, pour leur donner à voir et les aider à prendre du recul pour qu'ils puissent mener des actions de comment on améliore la prochaine rétrospective. Hop, je repasse sur ma petite caméra du dessus. Est-ce que Greg a reformulé sa question du coup avant que je passe à la suite? Non, c'est bon, c'était par rapport à une question pourquoi on diffusait sur YouTube en même temps. Voilà, tout simplement. Ah, d'accord. Très bien. Donc, débrief de rétrospective avec un Scrum Master. Quand j'étais baby coach agile, effectivement, ma première façon de me dire, il faut que je donne en fait ce que je connais et toutes les techniques que le Scrum Master peut mettre en place. Et je me suis très vite rendu compte en fait que c'était pas ça de faire du coaching agile. C'était plutôt aider la personne en fait à prendre du recul sur ce qu'elle venait de faire, de façon à ce qu'elle identifie ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché pour elle, ce sur quoi elle s'est sentie très mal à l'aise, de façon à travailler sur cette situation-là pour changer l'état et trouver des nouvelles façons d'expérimenter pour améliorer. On revient sur la même chose. L'ORID, O-R-I-D. Ma technique, c'est, donc généralement, je présente la technique en fait au Scrum Master et on va reprendre étape par étape ce qui s'est passé dans la facilitation de la rétrospective. Comment s'est passée l'introduction? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as constaté? Comment tu t'es senti pendant l'introduction? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ah j'étais plutôt à l'aise. Ouais, les gens étaient là, ça s'est bien passé au début. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, j'étais à l'aise. Je suis peut-être passé un peu vite par contre sur les règles, parce que par la suite, dans la durée, ils les ont pas forcément respectées. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'on pourrait, pour la prochaine fois, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Tu m'avais dit qu'il fallait quand même peut-être mettre un panneau avec des règles. Je l'ai pas fait. C'est vrai que ce serait peut-être pas bête de mettre un panneau de façon à ce que je puisse revenir sur les règles quand il y a besoin pour rappeler aux personnes. Et les gars, vous avez dit que vous étiez OK de respecter les règles. Donc l'introduction. Ensuite, on va avoir la phase où on va potentiellement présenter l'avancement des dernières actions qu'on a apprises depuis la dernière fois. Et on repart sur la même chose. Comment s'est passée cette étape? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce que les gens ont dit? Comment je me suis senti sur cette partie-là? Je me sentais un peu seul parce que et là, on commence déjà à partir sur de l'interprétation. Je me sentais seul parce que, en fait, j'ai l'impression d'être le seul à détenir toute la partie de l'amélioration continue. J'ai l'impression que l'équipe, elle en a rien à faire, etc. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être que c'est pas à toi de. Là, on rentre dans le questionnement, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour la prochaine fois pour que les gens ils soient plus impliqués? Peut-être demander à une personne de l'équipe de présenter l'avancement. Ok, pourquoi pas. Donc, on va chercher à identifier des étapes en fait concrètes pour chaque partie du processus de facilitation qui vont nous permettre de sortir avec un plan d'action. Ça va aussi permettre d'identifier les étapes où la personne elle se sent très à l'aise. Cette partie-là et cette partie-là, pour moi, c'est OK. Cette partie-là, par contre, vous savez, la partie où on est en train de brainstormer, on brainstorm, ça avance pas. On a identifié des grosses problématiques, mais finalement, on en sort avec quasiment rien. On n'arrive pas à avoir de conclusion, on n'arrive pas à avoir quelque chose de bien précis sur ce qu'on veut faire. C'est la partie généralement qui pêche. On va voir derrière ce qu'on peut faire avec. Donc ça, c'est un super outil en fait de débrief avec le Scrum Master pour pouvoir l'aider. Alors, je dis Scrum Master, mais ça peut très bien être avec un Product Owner, avec un manager, avec n'importe qui, hein, pour pouvoir identifier sur un processus ce qui s'est passé pour lui, ce que la personne elle a vu, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle en a pensé et du coup ce qu'elle peut faire pour la prochaine fois.
Ouais, j'ai une sonnette qui sonne derrière. C'est sûrement mon livreur d'Amazon. J'irai répondre plus tard. C'est pas grave. Donc le débrief d'une rétro, ça amène souvent en fait à se poser la question de j'ai besoin de faire des premiers panneaux. C'est une des premières techniques. Le Scrum Master, il va pouvoir amener aussi des premiers panneaux dans ses réunions. Donc, poser un agenda physique, le fait de l'avoir physique va permettre de ramener le groupe aussi sur quel est le chemin qu'on est en train de prendre et pour faire quoi, quel est l'objectif de notre meeting. De rappeler les règles, une des choses qui est souvent oubliée. Quel est le cadre dans lequel on va évoluer en fait dans notre atelier. Et la dernière étape, c'est on cherche toujours à faire de l'amélioration continue, non pas que dans le processus global en fait de notre itération, mais aussi dans chaque meeting. Donc de se dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la prochaine itération de notre réunion. Donc trois panneaux que on peut implémenter soit en tant que nous, coach agile, mais aussi en tant que Scrum Master dans notre quotidien. Un agenda, pourquoi on fait cette réunion et quelles sont les étapes, d'engager le groupe en fait sur ce processus, les règles de notre réunion. Vous pouvez les amener, mais vous pouvez aussi les co-construire avec les participants. Et toujours ce temps en fait d'amélioration continue et de pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qu'on peut essayer pour la prochaine fois. Inspect and adapt. Petit retour sur le inspect and adapt. Donc là, on parle d'une rétrospective en fait d'une petite équipe, ce qui marche généralement plutôt bien. Dès qu'on commence à faire du scale, dès qu'on commence à être 60 dans une salle, et ben, il va falloir amener en fait vraiment des techniques de facilitation qui vont permettre de faire fonctionner l'intelligence du groupe à ce moment-là. Pour ça, il me semble que j'ai fait dans mon PowerPoint une petite page. Hop. Qui est là? Alors, partager. Ici. C'est bon, on voit bien mon écran? Nous avons une question de Greg qui demande est-ce Ouais. que tu utilises aussi les Empathy Maps? Le rythme me fait penser à ça et la technique est déjà visuelle. Les Empathy Maps, alors j'ai pas utilisé ce format-là pour ce coaching-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique qui va vous permettre en fait de créer de l'empathie envers souvent les utilisateurs quand on fait de la construction de produits. Ça reste en fait un template, donc on peut très bien, oui, effectivement, utiliser un autre template. Là, par exemple, j'allais vous présenter un template. Ça peut être utilisé pour pouvoir mener un débrief, oui. C'est marrant, j'ai pas vu la question, tu l'as vu où toi? La question-réponse. Tout à fait. Ok. Alors, oups. Inspect and Adapt, vous imaginez 80-90 personnes dans une salle qui doivent travailler. Donc l'inspect and Adapt, c'est une des techniques qu'on retrouve dans Safe, qui va être la grosse rétrospective de ce qui s'est passé sur, on va dire, les 3 derniers mois. Et là, l'idée, ça va être d'engager l'ensemble des équipes qui sont dans ce train Safe pour pouvoir se poser la question de ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Là, ce qu'on avait fait avec ce client-là, c'est qu'en fait, les grosses problématiques avaient déjà été pré-identifiées avec les Scrum Masters et les Product Owners, de façon à déjà avoir des thématiques de travail pour pouvoir faire travailler l'ensemble des équipes sur ce qui s'est passé. Et du coup, on a conçu cette métaphore. Donc, on a un iceberg qui va représenter un problème. Mais souvent, le problème, c'est pas le vrai problème. Donc, on va aller se poser la question de pourquoi on a ce problème, qui va nous amener à une première réponse, qui va nous permettre de se reposer la question de pourquoi on a ce problème et pourquoi. Donc, on va chercher vraiment à identifier la root cause en fait du problème qu'on a avec cette métaphore. Une fois qu'on va avoir identifié la root cause, donc c'est le why, le dernier 4, où on a les petits traits qui vont nous montrer vraiment le socle, la base de notre problème qui est bien caché, on va pouvoir commencer aussi à engager le groupe qui est en train de réfléchir sur ça serait quoi la situation idéale du coup à la fin du prochain PI. Cette étape, c'est souvent l'étape qui va manquer lorsqu'on fait des rétrospectives, que ce soit en très grand groupe, mais aussi dans une Scrum Team. On a un problème et on va tout de suite chercher à identifier des solutions. Avant d'identifier des solutions, il faut déjà engager le groupe en fait vers une situation idéale. Ça va être la vision en fait de la résolution du problème. Donc avant de trouver des premiers pas, c'est on fait beaucoup de bugs, on a beaucoup de problèmes en fait sur la gestion des bugs. Ok, on a tous ces chiffres, etc. Concrets, on a analysé le problème. C'est quoi la situation idéale? À la fin du prochain PI, concrètement, à quoi ressemble cette situation? Ça peut être on a réduit de 20% les bugs qu'on a eu sur les prochaines itérations.
On a mis en place des techniques de revue de code. Voilà. On va chercher en fait à brainstormer et à se mettre d'accord sur à quoi ressemble le monde vers lequel on a envie d'aller. Ce qu'on veut, c'est ensemble naviguer vers cette prochaine île et définir cette île. Si on ne la définit pas, l'ensemble des personnes vont s'éparpiller sur des îles qui vont plus ou moins se ressembler, mais on ne va pas être alignés. Donc, deuxième étape, c'est identifier cette île. Et dernière étape, ça va être de se dire comment je fais pour pouvoir y aller. Et là, on va pouvoir identifier des premiers pas en posant des jalons, en posant des personnes qui vont être responsables de suivre ces premiers pas, d'engager les personnes et le collectif du train et de définir des critères de succès. Donc, on a en fait sur cette métaphore-là un ensemble d'étapes qui vont nous permettre de passer du problème à des expérimentations sur le prochain programme Increment. Alors, comment on a utilisé cette métaphore-là? Parce que vous imaginez bien, 80 personnes, on a combiné en fait le fait d'avoir une métaphore autoporteuse et une méthode qu'on va appeler le Word Café. Donc, on avait des tables, et là, du coup, c'est là où je vous montre le pouvoir de la pensée du visuel. Je repasse sur mon autre caméra. On avait plusieurs tables. Chaque table avait un sujet. Donc, sujet 1, sujet 2, sujet 3, sujet 4. Et l'idée, c'était de faire tourner en fait les participants sur les différentes tables. C'est ce qu'on appelle le Word Café. Vous avez une personne en fait par table qui va être l'hôte. Et cette personne-là, en fait, va rester sur la table. Ça va être la mémoire, en fait, de la table. Et les autres personnes vont tourner, en fait, sur les différents sujets. Le but, ça va être d'enrichir au fur et à mesure, en fait, le brainstorm et d'aligner l'ensemble des participants qui ont le droit de remettre en question, de se poser des questions par rapport à ce qui a déjà été identifié par les groupes précédents. Le but, c'est vraiment de faire un tour complet. Et ce qui nous a permis tout à la fin, en fait, de cette session de facilitation, de faire un partage global avec tout le monde et de restituer, grâce aux métaphores, les actions qu'on allait prendre. Et cette technique-là, en fait, on l'a menée à l'époque en vidéoconférence. Alors, on a fait un mix, pardon. On a fait un mix présentiel et vidéoconférence parce qu'on avait des personnes qui étaient sur site dans le sud de la France et des personnes qui étaient dans un autre pays où on a déroulé en fait le même processus, mais ce qui nous a permis à la fin en fait de pouvoir prendre ces photos en fait de ces panneaux-là et de construire très rapidement en fait la synthèse de notre Inspect and Adapt. Donc, on avait le support autoporteur qui a permis à l'équipe de brainstormer et d'identifier des choses. On avait notre processus de facilitation qui permettait à l'ensemble des personnes de travailler sur les différents sujets, de donner son avis et d'être au courant. Et on avait notre phase finale qui permettait en fait de synthétiser très rapidement les expérimentations par rapport à la situation vers laquelle on a envie d'aller. Et du coup, de comiter en fait et de se dire voilà les expérimentations qu'on va prendre pour améliorer notre façon de travailler sur le prochain programme Increment. Petit moment question avant que je tourne la page. Alors, question de Dominique. Les personnes tournent-elles à chaque Y? Alors, non. En fait, si je reviens sur la métaphore, chaque groupe en fait avait à peu près 15 à 20 minutes pour pouvoir brainstormer. Le groupe pouvait avancer jusque là où il avait envie d'aller. D'accord? En sachant que des fois, c'est plus difficile en fait de décrire des fois les why, et c'est peut-être des fois plus facile de parler tout de suite en fait de la situation idéale et de revenir en arrière. Donc, il y avait certes le guide en fait qui était numéroté, mais si l'idée tout de suite venait de se dire on aimerait bien en fait que la situation soit comme ça, commencez par rapport à cette situation-là et reposez-vous la question qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'y aller? Et du coup de revenir sur qu'est-ce qui fait, quels sont les problèmes qu'on a aujourd'hui qui nous empêchent d'aller vers cette île idéale. Isabelle demande comment concrètement as-tu géré le mix présentiel-virtuel? Alors les groupes étaient composés ouais. On a eu en fait des sujets qui étaient distanciels sur certaines choses. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ressemblait peut-être plus à ça.
Ça ressemblait plus à ça, avec des problématiques qui étaient plus orientées en fait PO et comment je vais pouvoir travailler sur la relation PO et user d'un côté, et plus une partie orientée dev et comment on fait une meilleure qualité. Donc, on va dire, le truc perfectible qu'il y a eu en fait dans cette expérience-là, c'est que les contraintes budgétaires, les contraintes de déplacement a fait que tout le monde ne pouvait pas être réuni dans une seule et unique salle. Donc, l'ensemble des personnes n'avaient pas pu en fait travailler sur des sujets communs. Maintenant, avec l'expérience qu'on a en fait avec le confinement, on peut très bien imaginer en fait de mettre cette métaphore visuelle en fait sur des boards Miro par exemple, et de pouvoir animer en fait ce type de réunion avec des personnes à distance et de pouvoir faire en fait la même chose que ce que je suis en train de dire. Ça parle à tout le monde, Miro? Un board visuel qui vous permet de venir coller une image, des post-it par-dessus. On va retrouver la même chose qu'en présentiel, sauf que du coup, c'est en ligne. Question qui vient de popper, je crois, dans Q&A. Non? Non, c'est juste une confirmation. Il y a Julie qui demandait dans le chat, chaque table avait sa restite. Chaque table avait sa restitution, tout à fait. Chaque table était en fait en train de construire. Donc là, on parlait en fait, c'était des feuilles A0, non, A1, pardon. A1 qui étaient posées en fait sur chaque table, qui permettait du coup d'écrire sur la feuille et de créer en fait la restitution au fur et à mesure. Ok. Je regarde ce que j'avais prévu encore en dessous. Ok. Pas d'autres questions pour le moment. Donc là, l'idée en fait, c'est j'ai fait un petit tour d'horizon en fait de comment j'utilise cette technique en fait visuelle et de la facilitation pour mes coachings agiles. Je vais juste faire une overview en fait sur dans quel contexte on peut utiliser la pensée visuelle. Donc du coup dans les formes et les domaines que ça peut prendre. La première chose, ça peut être vous individuellement quand vous allez en formation, mais aussi en réunion, c'est de prendre vos notes personnelles, de façon visuelle. Pourquoi? Parce que comme ce que je vous ai dit au démarrage en fait de cette conférence, on nous a pas appris à voir, par contre, on nous a appris à lire. Donc, le fait de donner à voir avec du pictogramme, avec une mise en forme différente en fait que de l'information linéaire, vous allez plus facilement en fait retrouver de l'information et vous allez avoir beaucoup plus envie de retourner sur vos notes. Je ne sais pas combien de personnes prennent encore des notes de façon horrible, illisible. J'avais un cahier, je sais pas où je l'ai mis. Il est là ou pas? Mais non, je l'ai plus là. Mais qui revient sur ces notes de réunion? Qui revient sur les gros gribouillis où il y a plein de lignes qui se ressemblent toutes et où on n'a juste pas envie en fait de revenir là-dessus. Alors, le fait de travailler, de faire ce qu'on va appeler du sketch note va faciliter en fait votre apprentissage. Ça va vous permettre de rentrer dans un flow d'écoute qui va permettre de réellement ancrer ce qu'on a besoin d'ancrer. Et c'est la première technique dans laquelle vous pouvez personnellement commencer à représenter de l'information. Ensuite, cette technique-là, vous l'avez sûrement déjà beaucoup vue en conférence présentielle. C'est une personne qui va, ce qu'on appelle de la captation graphique, c'est une personne qui est en train de capter graphiquement ce qu'une personne, un speaker est en train de dire. Ça va donner à voir en fait au groupe, ça va permettre d'alimenter la réflexion, ça va permettre d'ancrer les gros messages clés en fait de ce qui est ressorti pendant la conférence. Cette technique-là, c'est celle que j'ai utilisée pour faire mon coaching. Vous vous souvenez, quand je vous avais montré l'image de l'équipe, j'étais dans le coin, je disais rien, j'écoutais les interactions du groupe et j'ai représenté ce que le groupe était en train de dire. Ce qui permet d'alimenter la réflexion du groupe et ce qui, moi, derrière, m'a permis d'utiliser en fait cette capture pour pouvoir faire un coaching d'équipe. Qu'est-ce que vous voyez? Ça vous fait quoi de voir ça? Ah bon, on était tous derrière notre ordinateur, c'est vrai que c'était pas vraiment dynamique, hein. Il y en a, ils n'ont pas écouté. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois? Etc., etc. Faciliter la réunion. C'est les 3 panneaux dont je vous ai parlé. On ne parle pas forcément d'aller beaucoup plus loin, mais rien que déjà le fait de pouvoir mettre un agenda physique, de revenir dessus, d'avoir un agenda qui est construit, de montrer qu'on avance dans le processus, d'engager le groupe, de dire si on reste bloqué là, on est d'accord qu'on ne fera pas la suite. De poser un cadre et de poser des règles et de travailler sur l'amélioration continue de nos réunions en ayant des panneaux pour pouvoir récolter du feedback, vous êtes déjà en train d'utiliser de la pensée visuelle dans de la facilitation en fait de réunion. La facilitation graphique, c'est ce qu'on a vu avec le processus, par exemple, la métaphore qu'on a utilisée pour le PI planning. C'est engager un groupe avec un visuel à l'aider à réfléchir. On fait un storytelling. On est en train de raconter une histoire et c'est ce qui va sensibiliser, ce qui va amener le groupe en fait à mieux réfléchir et à mieux agir ensemble. On veut fédérer le groupe en fait pour qu'il arrive à une destination commune.
On l'a vu aussi au démarrage de la conférence, c'est transmettre de l'information, transmettre du savoir, transmettre un apprentissage. Donc, on va pouvoir utiliser cette pensée visuelle lors de formation. On va pouvoir l'utiliser dans du coaching personnel, coaching individuel, qu'on soit coach agile ou qu'on soit coach personnel. On va aider la personne à prendre du recul sur ce qu'elle est en train de faire et à aller travailler sur des croyances ou travailler sur des choses qui sont coincées et on n'arrive pas à mettre un mot dessus. J'aime bien souvent prendre l'exemple de l'iceberg, de dire mais qu'est-ce qui te fait peur? La personne, elle va nous sortir des choses en jaune ici, et on va pouvoir dire ok, mais concrètement, ça, tu me le dis à chaque fois. Il y a quoi derrière ça? J'ai peur en fait, j'ai peur en fait de perdre mon travail. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? En fait, ma vraie peur, c'est que j'ai peur de ne plus avoir assez d'argent. Ok. Et derrière, il y a quoi? On peut aller creuser en fait des choses en utilisant les métaphores. Et la dernière chose que j'ai mis ici, c'est le vidéo scribe, c'est comment expliquer des choses avec du dessin. Donc ça peut être ce que je suis en train de faire là, ou ça peut être de faire des vidéos de concepts où vous allez pouvoir dessiner des choses pour expliquer des choses. C'est bizarrement dit comme ça. Quand on parle tout seul, des fois, on fait des formulations. Ça, vous le retrouvez souvent sur les sites des banques, par exemple, qui vont expliquer leur offre. Et du coup, pour finir, l'intention dans tout ça, d'activer la pensée visuelle et la facilitation, ça va être d'aider en fait à mieux mémoriser. Ça va aider à structurer les restitutions qui sont souvent faites sur des paperboards ou même avec rien du tout, en mode conversation dans les airs, et il y a quelqu'un qui est chargé de faire des minutes mais qu'on ne relira jamais. D'impliquer l'ensemble de l'équipe, de fédérer l'équipe. Je fais bien la nuance entre la personne, elle est impliquée pendant le processus de facilitation et l'équipe, elle est fédérée et elle a envie d'avancer vers son objectif. Et ça va également vous permettre de partager les informations, partager l'avancement de l'équipe.